Salut chers téléspectateurs chéris, c'est toujours un immense bonheur pour moi de vous retrouver chaque semaine dans le cadre de votre documentaire premier, cette architecture. Alors, comme la semaine précédente, vous allez jouer pendant ou après la diffusion de votre programme et tenter de remporter un magnifique écran plasma de 60 pouces 3D d'une résolution de 1080 Full HD avec connectivité Wi-Fi d'une valeur de 2 753 450 francs CFA. Énorme, n'est-ce pas? Allez, envoie la bonne réponse de cette question en formulant 7A suivi de ta réponse au 8877 autant de fois que tu pourras, surtout si tu as la bonne réponse. Combien d'architectes sont nommés pour la récompense? A 30, B 19, C 40. 401 participants, 19 nominés, 19 architectes en course pour la récompense la plus réputée de la profession. En jeu, un prix de 5 000 $. La suite de ce documentaire en émotion, c'est tout de suite. Ce prix s'adresse à toutes sortes d'architectures. La grande architecture, l'architecture ordinaire et toutes celles entre deux. Les processus de construction sont évalués au même titre que les constructions elles-mêmes. On trouve sur le devant de la scène des architectes qui ne sont pas mondialement connus. Les valeurs telles que le pluralisme, l'humanisme, qui sont mises en avant par le prix Aga Khan, sont des valeurs auxquelles tout architecte s'identifie. La cérémonie de remise des prix a lieu cette année au Qatar, au musée d'art islamique de Doha. J'ai du mal à croire que ce concours a plus de 30 ans. Ce soir, la remise des prix est sous les feux de l'actualité. Et à juste titre. Parmi le public, de nombreuses personnalités, dont l'émir du Qatar, sont présentes pour assister à la remise des prix. Bridge School, Shashi Village, in Fujian Province, China. La Bridge School de Xiaxi en Chine a le plus petit budget, seulement 90 000 $. La construction est d'inspiration locale, plus particulièrement des deux châteaux en terre appelés Toulou qui dominent le village. Il y a 200 ou 300 ans, deux familles rivales vivaient de chaque côté du ruisseau. C'est de cette histoire que je me suis inspiré pour la construction d'un pont afin de relier ces deux familles. Lorsque j'ai exposé mon projet, les personnes étaient un peu sceptiques, mais une fois le bâtiment terminé, tout le monde était heureux. Le projet a pris forme lorsque Shen Jiangsheng, étudiant en architecture qui a grandi dans les environs, a constaté que Xiaxi avait vraiment besoin d'une école. Il s'est donc adressé à son professeur, Li Xiaodong, qui a accepté de travailler quasi bénévolement et de récolter les fonds nécessaires. Jiangsheng s'est installé dans le village afin de superviser la construction conçue par Li Xiaodong, assez surprenante. Une structure faite de poutres en acier recouvertes de plaquage en bois, originaire de la région. Avec ces éléments ludiques, dont un toboggan construit à l'intérieur, l'école a certainement atteint son public cible. Ce bâtiment apporte beaucoup de joie aux enfants. Ils adorent vraiment ce lieu. Comme son nom l'indique, le bâtiment est un pont avec un passage suspendu au-dessous des classes. Lorsque les cours sont terminés, tout le monde peut se rendre à la bibliothèque. Le bâtiment peut également se transformer en théâtre de marionnettes. C'est un projet de petite envergure, seulement 200 mètres carrés, mais c'est un peu comme l'acupuncture avec un minimum d'intervention, on obtient un impact maximum. Les gens viennent visiter le bâtiment. Le gouvernement a ensuite eu l'idée de mettre à profit cette situation. Il a donc financé le travail des villageois pour nettoyer leur village en vue de développer le tourisme. Il était très difficile de construire à cet endroit. Il a très bien réussi. Et l'intégration de ce pont entre ces deux lieux symboliques, c'est très humain. Et pour la Chine, c'est un très bel exemple. Cela montre que l'architecture n'a pas besoin d'être répétitive. Au contraire, il faut chercher à créer une relation entre la topographie et l'histoire,
la géographie. Je pense que c'est un très grand projet, un très grand architecte. Les zones humides du Wadi Hanifa, Riyad, Arabie Saoudite. Le Wadi Hanifa, en Arabie Saoudite. Un oasis naturel qui fait naître un couloir de verdure au milieu du désert. Des populations se sont installées le long du Wadi depuis des milliers d'années. Et de l'une d'elles est née l'immense capitale saoudienne, Riyad. Mais dans les années 70, la ville n'a plus entretenu l'oasis, pourtant à l'origine de ce développement. Les changements dans la ville et son expansion si rapide sont à l'origine de ce qui s'est produit durant ces 400 dernières années. Le Wadi Hanifa en a souffert. Les activités d'extraction, les décharges illégales de matériel, de déchets médicaux, l'environnement du Wadi s'est beaucoup détérioré. La fonction principale du Wadi, son objectif principal, le drainage de l'eau et l'agriculture, ont beaucoup souffert de ces pratiques illégales. Riyad a tourné le dos au Wadi Hanifa. Ils en ont fait un égout et une décharge. Ce fut un désastre. De plus, avec l'arrivée de la mousson, il y a le danger d'inondations, de terribles inondations responsables de pertes humaines. En 2001, l'Office du développement d'Ariyad a mis au point un ambitieux plan de restauration du Wadi. Des lois pour la prévention de la pollution ont été votées. On a dévié des routes. Les décharges et les lignes électriques ont été déplacées. Pour les ingénieurs du bureau Happold et les architectes paysagistes de Moriyama et Teshima, faire en sorte que le fleuve coule à nouveau a constitué un véritable défi. Nous avons dû augmenter la pente d'1 demi-degré afin de faire couler l'eau du haut vers le bas. Il ne faut pas qu'il y ait d'accumulation d'eau. Si l'eau s'accumule, les moustiques se reproduisent et peuvent amener des maladies. C'est une réelle menace dans cette région. Mais faire couler l'eau n'est qu'une partie de la bataille. Il faut également la rendre propre. Nous avons décidé d'imiter la nature et de recréer une chaîne alimentaire aquatique qui accumule naturellement les surplus nutritionnels et puis de capturer celui qui les mange, le tilapia. Les résultats ont dépassé nos espérances. En fait, nous produisons une eau assez propre pour obtenir des produits de consommation. Auparavant, nous n'avions pas de dattes comme celle-ci. Depuis que le Wadi Hanifa s'est développé, nous produisons beaucoup de dattes pour le marché. Elles sont parmi les meilleures du marché. Entre-temps, de larges zones du Wadi Hanifa ont été arborisées et sont devenues des parcs publics. Les travaux de prévention des inondations ont dénudé la région. Il fallait replanter. Nous avons planté des boutures et des graines afin de recréer le biotope d'origine du Wadi Hanifa. Grâce à cette végétation, les oiseaux et les animaux qui peuplaient à l'époque le Wadi Hanifa sont revenus. On peut entendre les chants d'oiseaux un peu partout. Ils chantent toute la journée. Et c'est l'une des meilleures récompenses à notre travail. Des milliers de personnes profitent du Wadi Hanifa. Ils se promènent dans les parcs que nous avons créés, même s'ils ne sont pas terminés. Mais nous avons autorisé les gens à y aller. Ils se réjouissaient tellement. Le Wadi est en train de devenir un parc géant, le grand parc de la ville. C'est vraiment fantastique pour toutes les personnes qui vivent à Riyad. Je suis même certain que lorsque le travail dans la vallée sera terminé, ce sera comme les Champs-Élysées à Paris. Ce sera les Champs-Élysées de Riyad. C'est à Doha, au Qatar, qu'a lieu cette année la remise du prix Aga Khan pour l'architecture.
2 projets parmi les gagnants viennent d'être présentés. En voici 3 autres. Le musée de Madinat al-Zahra, à Cordoue en Espagne. Le grand palais de la ville de Madinat al-Zahra, près de Cordoue en Espagne, a été construit sous le règne d'Abd ar-Rahman II au Xe siècle. Madinat al-Zahra fut la plus grande cité d'Europe de l'Ouest, inventée à partir de rien et détruite après 80 ans d'existence. Son emplacement exact restait un mystère, jusqu'au jour où des archéologues découvrirent ses ruines en 1911. Mais avant cela, l'histoire de Madinat al-Zahra faisait déjà partie de la culture locale. C'est un nom que nous apprenions à l'école, étant enfant. Je me rappelle avoir écouté la légende de Madinat al-Zahra. Et durant toutes ces années, les gens se rendaient là-bas, mais n'y voyaient pas grand-chose, et sûrement avaient du mal à comprendre en quoi cette cité avait été extraordinaire. Afin de promouvoir la connaissance du public sur le site historique, le ministère de la Culture andalou a lancé un concours pour la création d'un nouveau musée. Les architectes Nieto et Soberano ont remporté ce mandat avec l'objectif de mettre en valeur les ruines existantes. Lorsque vous vous rendez sur le site et que vous regardez en bas, le paysage est impressionnant, c'est magnifique. Mais on voit également la ville de Cordoue s'étendre et s'approcher de Madinat al-Zahra. Pour nous, c'était un défi de la préserver de cet envahissement. La question était la suivante. Comment faire alors que nous avions besoin de beaucoup de place pour le nouveau musée, le nouveau centre de recherche et pour les archéologues? Et la réponse fut simple. Nous allions construire sous terre, les ruines étant également sous terre. Cela ne modifie pas le paysage. Les structures sont aplaties, ce qui permet de ne pas trop gâcher les lieux. Le musée est construit à partir d'acier, de béton blanc et autres matériaux modernes. Sa disposition est similaire à celle de Madinat, notamment la série des 5 cours carrés qui permettent à la lumière de passer dans les espaces du sous-sol. Certains détails, comme ces panneaux ajourés, ont été placés afin de rappeler l'architecture de Madinat. Nous avons travaillé sur l'éveil des 5 sens. Lorsque vous entrez dans la cour, vous ressentez le paysage. Avec l'eau, vous respirez l'humidité et vous entendez l'eau ruisseler. Tous vos sens sont en éveil. Et nous espérons que vous pourrez ressentir la même émotion que si vous vous trouviez dans ce magnifique jardin qui fut créé à l'époque, à Madinat al-Zahra. J'ai été frappé par la force du message de ce travail architectural, plein d'humilité, car il est enterré et se met au service du site archéologique. Et en même temps, il est si éloquent dans son expression, démontrant comment l'islam émane du sol espagnol et européen. Ce n'est pas une culture étrangère qui se serait imposée. La revitalisation de l'hypercentre à Tunis, en Tunisie. Tunis. La ville est renommée pour son quartier antique, la Médina. Mais elle présente également une grande richesse d'architecture moderne. Nous avons un grand échantillonnage de bâtiments très intéressants qui va du 19e au 20e siècle et qui va du style néoclassique jusqu'au style art déco, art nouveau, arabisant. Et nous avons des exemples que peut-être dans la métropole il n'existait pas parce que, au fait, les architectes ils avaient plus de courage d'innover dans les colonies, ce qu'ils ne pouvaient pas faire en métropole. Ce serait une erreur de penser que la modernité a été importée d'Europe vers le monde musulman.
La modernité a été inventée, expérimentée et créée à travers le monde entier. Et le monde musulman a été une région d'expérimentation de la modernité. Durant les années qui ont suivi l'indépendance de la Tunisie en 1956, les bâtiments qui symbolisaient la période coloniale française se sont délabrés. Cependant, en 1998, l'association de sauvegarde de la Médina de Tunis a porté son attention sur ces bâtiments coloniaux prêts à s'effondrer, tels ceux du marché central. Les priorités se mettaient à deux niveaux. D'une part, le niveau patrimonial, parce qu'il fallait sauvegarder ce bâtiment qui représente énormément pour les Tunisois, mais aussi, ce qui était important, c'est sa mise à niveau. Donc il a fallu reprendre l'installation électrique, la distribution de l'eau, les évacuations des eaux usées et des eaux pluviales. Donc tout a été repris aux normes. Suite à ces rénovations, on a pu constater une augmentation de la clientèle. Cela a encouragé les marchands à augmenter la qualité de leurs produits. Et réciproquement, cela a contribué à augmenter les revenus et donc à rendre les conditions de vie meilleures. Un théâtre, un cinéma et un bureau de poste de l'époque coloniale ont également été restaurés. Environ 60 000 mètres carrés d'espace public qui bordent les bâtiments ont été rénovés, dont la principale rue commerçante de la ville. Quand on a commencé le projet, il y avait 2 ou 3 cafés maximum. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est-à-dire c'est des dizaines et des dizaines, et puis ça devient une promenade vraiment attractive. Il y a eu une réconciliation entre les habitants de Tunis et leur ville. Usine textile d'Ipekyol, Edirne, Turquie. Mandaté pour la construction d'une nouvelle usine textile de la marque Ipekyol, l'architecte Emre Arolat avait dans l'idée de se démarquer des standards de l'esthétique industrielle. Je trouve que les usines ressemblent à des prisons, du moins les usines conventionnelles. C'est parce que les employés n'y entrent que pour travailler, travailler, travailler. Ils sont dans cette boîte et n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Au début, on a discuté avec le propriétaire. Je lui ai dit que s'il avait l'intention de construire une autre prison afin de gagner beaucoup d'argent, je n'entrerai pas en matière. L'innovation d'Arolat fut de réunir les ouvriers de l'usine, l'administration et le management sous le même toit. Lorsque vous observez une usine conventionnelle, le bâtiment de l'administration sert de vitrine à l'usine. Et l'autre partie, la production, est un bâtiment sans âme. L'idée première de ce projet était de rendre perméable cette frontière. C'est très motivant pour les ouvriers de travailler ensemble avec les responsables de l'administration. De grandes fenêtres, de hauts plafonds et un joli café font partie des plans qui font de l'usine où l'on passe 8 heures par jour un endroit agréable. À l'extérieur du bâtiment, on trouve des lieux de rencontre où les employés peuvent faire connaissance et même un terrain de volley-ball. Dans les autres usines, les propriétaires ne tiennent pas compte de ces conditions. On n'aperçoit pas la lumière du jour. Ici, c'est différent. Mais ces améliorations ne sont pas seulement guidées par l'altruisme. Elles augmentent également la productivité d'Ipekyol.
Nos employés travaillent dans un milieu très favorable. Le système d'éclairage est très bien pensé et la lumière du soleil entre par les fenêtres ouvertes sur l'extérieur. Ce sont des facteurs qui contribuent à augmenter la performance des travailleurs. Je ne prétends pas qu'un architecte peut changer le monde par la construction d'un bâtiment et peut inverser les tendances de ce monde capitaliste. Mais par quelques petits changements, on peut encourager les gens à se poser des questions et c'est cela qui nous rend satisfaits. Les 5 gagnants du prix Aga Khan pour l'architecture ont atteint le sommet de leur carrière. Et l'Aga Khan espère qu'ils seront source d'inspiration pour d'autres architectes, source de motivation pour atteindre de tels sommets. La reconnaissance de leur travail les place en tant que référence pour ce type de construction, ce type de société et ce type d'environnement. J'espère qu'ils en feront profiter de jeunes architectes, des écoles d'architecture, des apprentis architectes. De la sorte, ce qu'ils ont accompli servira de tremplin pour les futurs professionnels. J'espère que ce concours se poursuivra, qu'il mettra en compétition de nouveaux types de constructions encore inconnus. Nous irons sûrement à la rencontre de nouvelles belles histoires qui améliorent la qualité de la vie. Pour cette rencontre avec les 19 architectes finalistes du prix Aga Khan qui transforment nos villes et les rendent plus jolies et magnifiques encore. Je sais que vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse à cette question. Combien d'architectes sont nommés pour la récompense? A, 30, B, 19, C, 40. Nous attendons vos réponses au 8877 et surtout, n'oubliez pas de formuler cette A suivi de votre choix des réponses. À la semaine prochaine.